Old Boy. J'avais consulté l'affiche exprès, et donc la version originale c'est Old Boy. Il faut le dire avec accent coréen, c'est le même mot, mais... Qui s'est fait injustement voler la Palme d'Or à Cannes. C'était honteux. Alors c'était à l'époque, donc remettons dans le contexte, on est en 2004, Tarantino est président du jury à l'époque, et celui qui a la palme, c'est un mec produit par la Miramax, c'est... Ah non, non, c'est bon, d'accord. Ah, quelle horreur. Non, là, c'est encore plus honteux. C'est Michael Moore. C'est Michael Moore avec Fahrenheit 9/11. Quelle honte, quoi. Recueil de mensonges pendant 1h20, quoi. Bon, il a eu quand même le Grand Prix du jury, donc ça va. Il est pas parti bredouille, mais c'est vrai que quand on voit le film et qu'on le voit à côté du documentaire, on se dit mince, c'est pas le cinéma qui est sorti gagnant cette année-là, quoi. Mais c'est une claque visuelle, mais ça secoue. La caméra est utilisée correctement. Dans notre petite émission de cinéma, de temps en temps, on se plaint souvent que les réalisateurs ne se sont pas achetés un trépied, parce que tu comprends, dans le budget, c'est très cher un trépied, et du coup, on a l'image qui tremble. Ici, bon, d'accord, on est en steadicam, on a la caméra portée, mais elle va suivre le personnage. C'est-à-dire que quand il bouge, la caméra va le suivre aussi. Et là, c'est justifié. C'est un exemple parmi d'autres. Tout dans la mise en scène, dans les plans, dans les séquences, dans le positionnement de la caméra, te dit, ben ça c'est un film, ça c'est un mec qui a bossé son sujet, c'est un gars qui fait de l'esthétique, qui veut parler, qui veut dire quelque chose à l'image. Old Boy est très fort, il est très fort visuellement, et il y a de l'inventivité partout. La scène qui avait le plus marqué à l'époque et qui est encore forte aujourd'hui, c'est le plan séquence dans un couloir filmé de côté. La scène où il y a l'affiche du film d'ailleurs que nous on a. L'affiche du film, la scène du marteau, le mec s'envoie 10-20 mecs dans un couloir à coups de marteau, et c'est filmé donc en vue de côté, et on disait à la manière d'un jeu vidéo. C'est vrai que les jeux vidéo de 2D à l'époque, on filmait sur les côtés comme ça, c'est dans les Street of Rage ou les machins, ou dans les jeux de baston. C'est un peu le même plan qu'on a. Et c'est de l'inventivité, on a plein d'idées comme ça de films, et c'est un petit exemple de ce qu'apporte Old Boy. C'est un vrai régal. Je l'ai revu là pour l'occasion, pour l'émission, et je n'ai pas décroché. C'était un vrai plaisir. Pas trop quand même, hein, parce que c'est un peu extrême. Alors je suis désolé, la violence est hors champ. La violence est hors champ. Oui. Non. C'est pas moins violent parce que c'est hors champ. Enfin, après. Pour moi, toute la violence qui est hors champ est encore pire que la violence qu'on voit. Parce que la violence qu'on voit, t'as pas besoin de la fantasmer ou de la suggérer en fait, alors que celle que tu imagines est encore pire, quoi. T'as pas le même réflexe, je trouve. Alors moi j'ai vu le film avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu, qui a fermé les yeux et qui ne regardait pas. Alors moi j'ai pas osé lui dire que c'était hors champ et qu'on voyait rien. Ah, le sadique. Ça fait le même effet. Comme quoi c'est bien réalisé, c'est que ça donne envie de fermer les yeux alors qu'en vrai il y a rien qui est montré, mais on veut se cacher alors qu'au final tout est suggéré. Enfin c'est enfin pour moi c'est une œuvre incroyable, Old Boy, pour le coup. Bon, par contre, pour le coup, c'est pas un scénario original. Autant Sympathy for Mr. Vengeance, c'était un scénario original de ce que j'ai compris. Là, c'est adapté d'un manga ou d'un manhwa? D'un manga, je crois. C'est adapté d'un monsieur qui était très perturbé. C'est ça. Non, j'ai l'affiche sous les yeux, c'est bien un manga. Donc oui, c'est adapté d'un manga de 97, écrit par Tsushiwa Garon. Ou Garon. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce Tsushiwa Garon? Est-ce que on lui connaît autre chose? Globalement, il a rien fait de notable. De ce que je vois, c'est que ça n'a pas dû te coûter très cher en droit d'adaptation. Je crois que le producteur a payé 11 000 € d'adaptation. Enfin, de droit d'adaptation de l'œuvre. Du coup, on peut dire que l'adaptation a sublimé le travail du mangaka. Ça a dû booster les ventes en plus. Là, pour le coup... Alors oui, ça a été réédité depuis, oui. Ça, je confirme. Même en termes de succès au cinéma, le film a eu un rapport de 5 fois son budget. C'était un film qui avait coûté 3 millions, qui en a rapporté 15. Donc c'est quand même un film qui a quintuplé son budget, donc c'était un beau succès. Donc c'est pas étonnant que derrière le manga ait eu lui aussi une vague de reconnaissance. Et de quoi ça parle, Old Boy, finalement? D'un vieux garçon. Merci, au revoir. Old Boy, c'est un film qui ne nous laisse pas le temps de nous reposer sur nos lauriers, à l'inverse d'un Sympathy for Mr. Vengeance qui met une bonne heure à tout installer, présenter tout le monde, etc. Là, on rentre directement dans le vif du sujet. On fait la rencontre de Odesso, accompagné de son frangin au poste de police, ivre-mort et particulièrement pénible. Une fois sorti, il prend la peine d'appeler sa fifi chérie pour lui souhaiter un très bon anniversaire, effectivement. Fier comme tout de lui avoir acheté un joli petit cadeau, mais
pas particulièrement repentant d'être ivre-mort le jour de l'anniversaire de sa fille. Bref, il sort de la cabine téléphonique et il disparaît. C'est alors qu'il passe 15 ans enfermé dans une pièce de 15-20 mètres carrés, sans fenêtre, avec une télévision, un lit, un coin pour faire caca et se laver. Alors je sais que de nombreux Parisiens s'en contenteraient, mais honnêtement, là, il se retrouve privé pendant 15 ans de tout, surtout de compagnie humaine et d'interactions sociales. Il en devient presque fou, avec seulement sa télévision comme lien avec l'extérieur et ses calepins comme lien social. On lui donne à manger, et sous sédation, on lui coupe les cheveux. C'est pas... Je veux pas dire, mais 15 ans enfermé dans une chambre avec une télé à se branler, c'est la vie d'un ado, quoi. Alors, il devient même certes fou, mais je trouve quand même pour un mec qui est resté enfermé 15 ans sans compagnie humaine, même s'il sort de là, il a la rage, il a tout ce qu'on veut, il s'en sort quand même pas trop mal niveau folie, quoi. Il arrive, je pense, son carnet l'aide beaucoup parce qu'il arrive quand même à sortir les choses et et à réorganiser un peu sa pensée, effectivement. Et puis, des fois, il a des pensées, quand on lui amène 3 baguettes pour manger, il se dit, mince, le monsieur d'à côté doit manger avec une seule baguette. Il percute encore pas mal. Et puis il s'entraîne à faire du kung-fu, du air kung-fu tout seul, du air karaté tout seul dans sa chambre, du air je vais tous les tabasser quand je vais sortir, globalement. Il prépare son évasion dans sa tête et un jour, au bout de 15 ans, on le pose dehors. Et là, il veut savoir qui lui a fait ça. C'est là que ça devient incroyable. Moi, à l'époque, en tout cas, je m'attendais pas à certains plot twists. Ah bah c'est vrai que c'est à partir de là que toute la spirale commence. En fait, on est persuadé que c'est juste un mec qui est sorti de là qui va se venger. En fait, pendant tout le film, quand on voit le truc, on pense que c'est un gars qui va réussir à s'enfuir puisqu'on le voit essayer de creuser et compagnie. On se dit il va sortir, il va éclater tout le monde, il va se venger. Point, fin du film. Et même toutes les bandes annonces laissaient penser que ça allait être ça. Et au final, on part dans un film enquête dès l'instant qu'il est sorti de son truc. Et un film enquête qui tombe peu à peu dans le malsain au fur et à mesure, qui commence à comprendre, sans vraiment comprendre au final, qui commence à réaliser pourquoi est-ce qu'on l'a mis là, et que la vraie question qu'il était temps de se poser, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y était, mais pourquoi on l'en a sorti. Et c'est juste génial. Je sais pas si on va dévoiler tout ça, mais en tout cas, c'est génial. Il faut le voir. Oui, est-ce qu'on est dans une émission à spoiler? Oui, c'était la question. Sur Mister Vengeance, on s'est pas mal lâché déjà. Ouais, mais sur Mister Vengeance, il a fallu que vous regardiez des synopsis pour comprendre le scénario, voilà. Ah non, moi personnellement j'ai juste pris beaucoup de notes. J'étais le seul à faire ça, hein. Généralise pas sur tout le monde. Oldboy, honnêtement, je pense que c'est plus intéressant pour en parler qu'on spoil. Je suis désolée pour les gens qui écoutent cette émission. Allez regarder Oldboy de toute façon. Mettez en pause, allez sur Canal, je crois qu'il est sur Ciné quelque chose, ou même louer le DVD ou le truc. Il est facile à trouver Oldboy, chopez-le, c'est le plus facile des 4 à choper, allez-y. Vous pouvez le louer sur YouTube même, si vous voulez. Regardez-le, après vous allez être en PLS pendant 10 heures, ensuite vous pouvez écouter la suite de l'épisode. Voilà, et vous nous direz si vous êtes d'accord aussi, ce que vous en avez pensé, comme ça on saura si c'est nous qui sommes bizarres ou pas. Je pense que les personnes aiment ou pas, personne ne pourra pas dire que ça les a pas marqués. Ma phrase voulait rien dire, mais c'est pas grave. Oui, c'est quand même une claque ce film, vraiment pour le coup c'est une claque. Ah, sans couper la langue. Oui, bah du coup, vaut mieux qu'on raconte... voilà, moi je me suis arrêtée au moment clé où il est libéré, mais effectivement, il se passe énormément de choses. Herculéa, toi qui découvrais 100% ce film, qu'est-ce que tu en as pensé? Je m'attendais pas à ça. En fait, comme je disais tout à l'heure, je l'ai trouvé hyper... dérangeant, hyper violent, même si on voit pas la violence comme dans Sympathy for Mr. Vengeance. J'ai beaucoup aimé, étrangement. Pour moi, c'est le film très malaisant que je ne regarderai pas de sitôt une deuxième fois, mais que j'ai beaucoup apprécié de découvrir. Et du coup... Donc moi dans l'ordre, j'ai d'abord regardé Mademoiselle et après j'ai regardé la trilogie dans l'ordre. Du coup, vraiment, pour moi c'est le plus dérangeant, mais c'est le meilleur film de ce réalisateur. Enfin vraiment, je pense que tout est orchestré d'une manière à ce que tu suives l'action de bout en bout. Tu retiens ton souffle. Tu veux avoir toutes les informations et vraiment moi ça m'a troublée. Et c'est une joie de manipulation aussi, parce que ça on l'a pas dit, mais le maître mot c'est la manipulation. Ce mot qui va revenir dans Mademoiselle, ici on est en plein dedans, la manipulation à fond la caisse. C'est une des marottes de Park Chan-wook, si on doit en retenir entre la violence, les scénarios alambiqués. La manipulation est au cœur du scénario. Ah, et puis c'est bestial quoi, vraiment tout le comportement du personnage principal est complètement guidé par l'état sauvage quoi. En même temps il était enfermé avec un petit calepin et une télé pendant 15 ans, donc tu m'étonnes que le gars il ait plus toute sa tête, mais vraiment l'acteur est incroyable je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais vraiment le boulot entre le réalisateur et l'acteur est génial je trouve. Oui, il donne une prestation incroyable.
Ça contribue énormément à la grandeur du film, évidemment. C'est ce qui porte, il va porter le film tout au long. Et ça, allié avec l'inventivité de réalisation, on avait tout pour faire un chef-d'œuvre. Et voilà, c'est le film qui t'a marqué des 4. Et pourtant, à côté, on a aussi de bons films. Hein. Mademoiselle, on va en parler derrière. Oui, s'il ressort du lot, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un alignement des planètes sur celui-là. Et c'est pour ça aussi qu'on est déçu du remake de Spike Lee. C'est parce que la barre est mise tellement haut qu'on ne peut être que déçu derrière. Quoi. Ouais, parce que c'est un remake. Mais je sais pas, j'ai même pas envie de le voir. Enfin, quoi que. Allez, peut-être le mater pour le principe, quoi. Mais quelle horreur, quoi. Alors celui-là par contre on peut le télécharger illégalement, hein. Je pense que c'est même recommandé. Le souci c'est que le problème des remakes c'est souvent ils se basent pas sur l'œuvre vraiment originale, genre le roman ou le manga et tout de base, mais ils se basent sur le film pour faire un truc. Donc ils prennent déjà une adaptation pour l'adapter. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. Ah mais là ça va être... Enfin c'est le téléphone arabe en fait. J'imagine que c'est du remake plan par plan, puisque de toute façon le film venait à peine de sortir et qu'ils ont voulu surfer sur le succès. Donc remake plan par plan, avec en plus un côté très lissé à l'américaine, parce que les passages gore et certains passages sexuellement discutables, ils peuvent pas en parler aux États-Unis, quoi. Donc du coup, tout va être lissé, quoi. Tu dis télécharger, me prendre un courrier Adopi pour ce film, ça me ferait chier quand même. Après, c'est le genre de truc qui va finir sur Netflix. Hein. Moi, quand je cherche sur Netflix les films d'horreur, je tombe que sur les remakes. Donc ça va, c'est le genre de trucs qui vont finir sur les offres légales. Oui, c'est sûr que en catalogue de films de glace, ils en ont. La chance qu'on a, c'est qu'il n'a pas été produit par Netflix, il aurait pu être pire. Souvenez-vous de Death Note. J'ai même vu le remake de Full Metal. Death quoi mais parce qu'il y a eu un film. Et le film Full Metal, n'oublions pas. Un film live. Quelle horreur. Faut pas mater les films Netflix. Enfin, Full Metal, encore, c'est un film japonais. Il est nul, mais il est japonais. Death Note, ouais, c'est qu'il est américain. Ah, du coup, ça sauve. Disons que... Ils ont quand même respecté le scénario. Dans Death Note, ils ont pris le scénario et je sais pas ce qu'ils en ont fait honnêtement. Entre le moment où ça a été écrit, je pense, et le moment où ça a été filmé, il a dû se passer plein de choses. Vraiment. Même, c'est les adaptations de manga à l'américaine. Ils prennent le tome 1, ils regardent le 4e de couverture. Quand ils veulent prendre du temps, sinon ils regardent que la couverture et après c'est parti. Toi, t'as vu Alita Battle Legend dernièrement, c'est ça? Alors, on va pas en parler, s'il vous plaît. J'avoue que l'émission sur laquelle on était à chaud, on était un peu remonté. Là, c'est redescendu. Je suis pas super emballé par le film, mais je reste mitigé, je reste relatif. C'est pas le pire que j'ai vu en matière d'adaptation. On parle de coréen. Eh ben voilà, on parle d'un manhwa, une BD coréenne. Je parle de Priest que j'adore. Voilà, c'est génial. Ah, tu parles de trucs de merde avec Paul Bettany là? Alors voilà, il y a une adaptation Priest, c'est honteux. Les mecs ont fait ça à partir du tome 1 qui n'ont même pas lu jusqu'au bout. C'est mais dégueulasse, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est il y a pas de mots pour dire ça. Et j'ai le plus grand mépris pour la personne qui a fait l'adaptation américaine de Priest. Voilà. Pourtant j'adore Priest, je le porte dans mon cœur, même si à ma connaissance il n'est pas terminé. Parce qu'il a été interrompu pendant un moment et je n'ai pas repris derrière et je ne sais pas comment ça se finit un jour, mais Priest, voilà, c'est dans mon cœur, dans mon amour, j'aime Priest, voilà. Du coup, donc Old Boy, nous avions dit que nous allions spoiler. Odessu, donc Odessu qui est sorti, enfin qu'on a posé dans une valise sur le toit d'un immeuble, hein, littéralement, et qui décide d'aller manger au restaurant quelque chose de vivant, voilà, et il y a cette scène qui est célébrissime de l'acteur qui a vraiment mangé un poulpe vivant à la caméra. Moi, il y a des incrustations numériques hein, quand même dans le film. Elles sont discrètes, mais il y en a quelques-unes. Hein. Ça a été vrai par contre, il l'a vraiment fait. Alors, oui, mais à un moment, il y a quand il s'effondre, on voit la tentacule qui bouge un peu, à mon avis, ça a été rajouté. Et à un moment, quand il se bat, il a un couteau dans le dos, quelque chose me dit que ça a été rajouté. Bah alors après, en Corée, je sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, moi, au Japon, on m'a emmené dans un restaurant où on mange le poulpe vivant comme ça. Je l'ai pas fait, j'ai hésité, c'était très compliqué, mais j'ai vu des gens le faire du coup, et ça ressemblait à ça. Hein. Mais vraiment, tu croques ton poulpe entier, et genre, même pas, tu le découpes un petit peu, parce que je sais qu'effectivement, en Corée, il y a des restaurants où dans ton assiette de feu, ils posent des morceaux de poulpe qui gigotent dans ton assiette pendant une partie du repas, mais là... N'écoute pas, Octave, n'écoute pas. Ah oui, en effet, ouais, là, Octave, digne d'un film d'horreur pour lui, ce qu'on raconte, mais en Corée, quand on a été au marché aux poissons, je suis certaine que si tu demandais, tu pouvais goûter du poulpe bien frais comme ça, qui sortait à peine de la mer, Alex. Mais j'ai même vu j'ai regardé un peu les restaurants, ce qui se faisait, et ils ont des restaurants dont la spécialité c'est le poulpe vivant posé dans ton assiette. T'as que des morceaux, donc qui s'agitent. Bah, au moins t'as pas trop de boulot de préparation. Et il y a toujours du feu, donc il y a tout ce que j'aime pas. Quelque chose de vivant, j'aime pas ce qui est vivant. D'ailleurs, tu nous as tous demandé de mourir avant d'enregistrer l'émission. C'était, ouais, pour que je sois à l'aise. On a vu plusieurs techniques d'assassinat dans ces films, donc ça a permis quand même de varier le plaisir.
Bon, dans Oldboy encore... Ça parle pas trop assassinat dans Oldboy. Il y Ouais, a des c'est vrai. mafieux, mais c'est pas des assassins. En plus, c'est plutôt des petites frappes, même s'ils sont nombreux. C'est ça, c'est-à-dire que il se retrouve, du coup, il va manger au restaurant, voilà, il rencontre une jeune femme, Mido, visiblement japonaise, qui le ramène chez elle quand il tombe dans les pommes. Ensuite, il retrouve là où il a été enfermé, etc. Donc effectivement, c'est là qu'on se retrouve avec des mafieux très nombreux, mais qui finalement ne font que kidnapper et enfermer des gens dans des cellules pour un temps plus ou moins long. Et c'est là qu'il découvre que... Oui, pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe, voilà, et après il découvre le visage de la personne qui lui a fait ça, et la personne lui dit pose-toi la question de pourquoi tu as été enfermé, qui je suis, tu as 5 jours, sinon je tue Mido, la femme que tu aimes. Moi déjà j'étais là, ça fait 2 jours qu'il la connaît, c'est peut-être un peu extrême de servir d'elle comme levier, enfin... C'est la seule fille qu'il rencontre depuis qu'il est sorti. En fait, c'est la seule fille qu'il rencontre depuis 15 ans, en fait. À part ça, et la meuf qui vient l'hypnotiser, mais ça compte pas vraiment, donc... Et la nana dans l'ascenseur aussi, que quand il la voit, il se fait la réflexion, un humain de sexe féminin. Vraiment, Yoja Salam, t'es là, ouais ok, femme, humain. Et oui, après, donc il essaye de découvrir pourquoi, comment... Visiblement, le méchant veut qu'il sache. Le méchant, lui, tout son but, c'est... Le désir de reconnaissance, oui. Et on se retrouve avec un Odessu totalement bestial qui va agresser les mafieux juste armé d'un marteau et qui se bat, comme vous avez dit, avec un couteau dans le dos. Il sait s'en servir, hein. Ah oui, c'est pas Claude François qui veut. Hein. Ah oui, si j'avais un marteau. C'est là que je pense que j'avais pas tout compris quand j'étais plus jeune, après. À partir de là, tu comprends pas. Oui, mais en fait, les mafieux, là, les mecs qui enferment, ce sont juste des exécutants. Les mecs rendent service. Mais le vrai commanditaire c'est le véritable tordu de l'histoire. Là, on est dans la zone spoiler, c'est ça ? Oui. Non, parce que là, en fait, on se dit, putain, mais il a dû faire un truc super grave pour se faire enfermer 15 ans par un mec. Et en fait, tu t'aperçois que le mec, il a été enfermé pour rien. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant la première année de son enfermement, ils ont assassiné sa femme et ils lui ont tout mis sur le dos. Le mec, il perd sa famille, il s'est fait enfermer 15 ans, sa femme se fait buter, sa fille disparaît, on sait pas ce qu'elle devient. Et tout ça pour rien, parce que le mec, bon, on l'apprend à la fin, mais le mec, il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Le mec, il a rien fait, quoi, en gros, dans les faits. Enfin, il a rien fait. Il a fait un petit truc, mais que n'importe qui aurait fait. C'est pas... Il a vu un truc qu'il fallait pas, et il en a parlé à un pote, qui lui-même en a parlé, puis ça, il en a parlé, ça s'est répandu, et voilà. Et en fait, il a juste eu le manque de bol d'être le témoin d'un truc qu'il fallait pas voir. Il a fait oh là là, j'ai vu machin tripoter machine. C'est littéralement ça qu'il a dit. Et il s'avère que machin c'était Lee Woo-jin et machine c'était Lee Soo-ah. Et Dupont, ils étaient frères et sœurs. Ah bah j'avais bien dit qu'il y avait de la sauce, c'était un moment. Il n'y en a pas que. Et le problème aussi, c'est qu'ils sont visiblement très très friqués et que le frère est psychopathe, puisqu'il est assez psychopathe pour se faire sa sœur, même si elle a pas trop envie. Quand même, il la force un peu. Et oui, il a des problèmes, ce garçon, quand même. Il insiste un peu. Ouais, un peu beaucoup, quoi. Ouais, voilà, parce que quand même... Alors après, l'insistance, c'est vrai que dans les films comme ça de Park Chan-wook, moi je me méfie maintenant. Quand j'ai vu que 30 secondes d'une scène, je me méfie. Le fameux, on va changer la caméra de plan, tu vas voir autre chose. Tout va avoir changé en un demi-tour de caméra. Non, en gros, le méchant a des sérieux problèmes psychologiques. Il n'a pas de problème d'argent, ça c'est pas un souci, mais... Oui, il s'en sert pas comme il faut, quoi. C'est un peu le problème, quoi. Oh, bah avec mon argent, je vais faire enfermer un mec pendant 15 ans. Parce que juste, il a bitché. Moi, si à chaque fois au lycée, j'ai dit à une copine un truc, mais moi j'aurais pas été enfermée 15 ans, j'aurais été enfermée 100 ans. Je serais morte enfermée, en fait. Je sais pas ce qu'ils auraient fait à ma famille, hein. Enfin... Ça arrive de dire j'ai croisé Brigitte, elle est plus avec Marcel parce qu'elle était en train de rouler un patin à Jean-Pierre. Ça, à qui ça n'est jamais arrivé. C'est surtout qu'un gossip énorme comme un frère et une sœur qui s'envoient en l'air dans la chambre, qui se font des trucs dans une classe abandonnée, c'est vrai qu'à la fin de l'année, c'est le genre de truc que tu balances direct, quoi. Surtout qu'il en a parlé à son frère. Moi, ça me semble pas incohérent comme façon de faire. Et on se rend compte, évidemment, enfin, moi, il y a une scène qui m'a bien plus choquée que tout ça, quand même, c'est la scène où il arrive chez Mido, là, la fille. Elle va aux toilettes, il se jette sur elle. Je sais pas si vous vous souvenez ce qu'elle lui répond. C'est un peu trop tôt, non? C'est ça? Elle lui répond oh mais c'est vrai, je t'ai amené chez moi et je me refuse à toi, c'est pas bien, et le jour où tu auras envie, je chanterai, le jour où je serai prête, je chanterai une chanson, et même si je dis non, vas-y. Elle fait un geste
très explicite. J'étais là, j'en avais pas le moindre souvenir de cette scène, mais là je me suis dit waouh. Ouais, il y a une espèce de passage de soumission moi qui m'a énormément dérangé. Alors je sais pas si c'est vraiment propre du coup à ce que Park Chan-wook a voulu faire avec Mido ou si c'est sa vision des femmes. Mais alors le côté te suis totalement soumise et à partir du moment où je déciderai d'être à toi, tu feras ce que tu veux de moi parce que de toute façon je t'appartiens et c'est mon rôle en tant que femme. C'était quand même très particulier. Alors rappelons quand même qu'elle est sous hypnose à ce moment-là. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que l'autre exemple féminin de la sœur est assez soumis aussi et que ça, sur ce film ça porte problème quand même. Mais en fait, pour le dernier truc moi que je dirais sur Oldboy, enfin après on peut enchaîner dessus. Ce qui m'avait marqué en fait, c'est que en fait c'est vrai que à partir du moment où il commence à rencontrer le Lee Woo-jin, Lee Woo-jin c'est ça, et ouais, et qui commence à lui dire non mais t'as pas été enfermé pour rien et compagnie, on se dit ouais que en fait, on se dit que ça va être une déconstruction du coup de Oda-Esu qui va s'opérer, et on se dit ok, on est en train de suivre ce mec depuis 1 heure. En réalité, ce mec va devenir au fur et à mesure une enflure innommable, et on commence à attendre le pire. Au final, comme disait Thomas, le pire est pas si prononcé que ça. Mais disons que ce qui est très marquant, c'est cette espèce de façon avec laquelle Park Chan-wook justement joue avec une certaine misanthropie contre le personnage, contre Oda-Esu, où au final après il serait attaché à lui quand il y a toute la condamnation finale. Mais ça c'est quelque chose que je trouve de très coréen des fois, d'avoir là c'est pas forcément le bon exemple mais c'est souvent le cas, d'avoir une espèce pas de neutralité totale mais d'un côté on n'a pas de héros de toute façon, on ne dévoile que des salauds, et c'est quelque chose que je retrouve énormément chez Na Hong-jin, et je trouvais que les deux se ressemblaient beaucoup. Na Hong-jin c'est un mec qui avait fait The Chaser, où on a un gars qui essaie de retrouver une de ses prostituées qui a été kidnappée et qui a été séquestré par un tueur, et il découvre le tueur au début du film et il va le poursuivre pour essayer de l'arrêter. Sauf qu'en fait, voilà, pendant tout le film, on est quand même face à un gars qui est un proxénète, un ripou, un gros salaud, et on se dit, est-ce que ce mec-là, on a vraiment envie de le suivre? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ce mec avoir une rédemption, quoi? Et Oda-Esu, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais attends, si on commence à me dévoiler que c'est la pire des enflures, même quand on commence à me dévoiler ce qu'il est en train de lui faire subir, ce qu'il va devoir subir, à aucun moment je vais penser que c'est mérité, mais je me dis ouais, pourquoi est-ce que je devrais le condamner s'il a vraiment fait du mal à cette personne? Bon, finalement le film se dévoile là-dessus, mais je trouve que ça s'est retourné contre moi, et pendant une demi-heure j'étais pas bien, vraiment, à me dire il est en train de me mettre face à moi-même, et là j'ai eu l'impression de soutenir un mec que je devrais pas soutenir, quoi. Bon, c'est quand même un mec qui se bourre la gueule le jour de l'anniversaire de sa fille, quoi. Déjà de base. Après, non, c'est pas forcément quelqu'un. Oui, bon, ça ne fait pas de lui le pire des salauds, ça fait juste de lui un con. Ça, il y en a plein. Non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que en plus, ayant vu juste avant des films où vraiment on se fait manipuler et tout ça, je me disais mais ça va être un twist de twist, mais dans quel sens ça va aller? Qui est-ce que je dois écouter dans ce film et tout? Enfin, vraiment, ça m'a fait faire plein de tourbillons dans mon cerveau et tout ça pendant toute la durée du film. Je me disais, bon, est-ce que je m'attache au personnage ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de le comprendre, ou est-ce que ce qu'on me montre c'est la vérité, ou est-ce que je vais voir un truc complètement opposé juste après et tout ça? Et c'est vrai que, enfin, moi j'adore les réalisateurs qui me font réfléchir comme ça, mais il y a un truc un peu frustrant aussi de se dire bon, je sais pas où j'en suis moi-même avec le visionnage, quoi. Donc ça chamboule. C'est vrai qu'en plus c'est génial la façon dont c'est fait, parce qu'autant dans Sympathy for Mr. Vengeance, mais justement au final le patron qu'on te présente comme un gros trou du cul, il arrive à avoir ta sympathie assez rapidement. Autant là, justement, le twist qui dit en fait c'est pour une raison de merde que t'as été enfermé et que toute ta vie a été foutue en l'air. Ah d'accord. Ça, c'est justement ça que je trouve génial, c'est qu'il se passe des trucs énorme. Encore une fois, c'est comme pour Sympathy, ça prend des proportions que ça n'aurait pas dû prendre. Encore une fois, tout est disproportionné, et je trouve ça excellent. Ils ont même fait un genre de pseudo happy ending bizarre, happy ending que pour les personnages, parce que le spectateur est sur le cul quand même. Oda-Esu, finalement Mido, c'était sa fille, ils auront des enfants consanguins, mais toi, il y a que toi qui le sais. Eux non. Et non, c'est vrai que je trouve ça génial, le fait que ça prenne des proportions inimaginables. Les trucs coréens, les films ou les dramas même, c'est toujours ça. C'est un tout petit truc et ça part dans l'espace. Ouais, enfin, écoute, dans les dramas, c'est quand même moins gênant, on va dire. Enfin, moi, ça me dérange moins quand c'est une fille qui en fait toutes des caisses de tomber amoureuse d'un mec qui est pété de thunes, plutôt que là, les histoires d'inceste et tout, ça m'a un petit peu plus mise mal à l'aise quand même, tu vois. C'est pas dans la même proportion, oui. Mais c'est vrai qu'ils sont champions du... c'est de l'inceste avec un mec pété de thunes. Ouais,
mais Mido et Odesse... Non, c'est très malsain. C'est super malsain. Bah ouais. Même pas Mido d'ailleurs à la base. Ouais, c'est très malsain. Et même tout le comportement du personnage est bestial, donc même les scènes de sexe, je trouve dans Sympathy, que ce soit la scène de sexe entre Ryu et Sha, ou ici les scènes de sexe, je trouve que c'est des scènes de sexe qui sont très très gênantes. T'aimerais pas ouvrir la porte et tomber là-dessus. Bah déjà, t'aimerais pas ouvrir la porte et tomber sur des gens qui niquent en général, mais... Ah bah si c'est pour être enfermé 15 ans, non. Hein. mais vraiment, tu vois, les scènes de sexe aussi, elles te font un peu détourner le regard. Tout est rendu bizarre dans ce film, quand il mange, quand il baise, quand il dort, il se retrouve avec une main à côté d'eux au réveil, sans son propriétaire. Tout est twisté dans Old Boy. Tout. Cet épisode sur Old Boy est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite et la fin de la trilogie de la vengeance, c'est-à-dire Lady Vengeance. On parlera également de Mademoiselle de Park Chan-wook toujours, avec les copains de Clack Podcast, Thierry, Thomas et Octave, toujours avec Herculea également. Donc si vous n'avez pas vu les films, je vous invite à aller les regarder. Ce serait vraiment dommage de vous faire spoiler, notamment Mademoiselle, je vous le promets. En attendant, je vous laisse avec les 5 nouveaux podcasts qui ont intégré le label Podcut cette semaine. À bientôt, bye bye. Salut les petits loulous, c'est Monsieur Siri, et je présente Monsieur Siri and Friends, un podcast série télé. Qui l'eût cru? Je t'ai cru. Salut, c'est Maxime de Tire-Bouchon. Chaque mois, nous parlons vin, viticulture et partons à la rencontre des vignerons du sud de la France pour leur donner la parole. Tire-Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour, je m'appelle Flavien, j'ai le plaisir de vous présenter Listen to the Game, un podcast de let's play de jeux vidéo. Merci de votre attention et à très vite. Salut, c'est Dash. Salut, c'est Bastos. Salut, c'est Potrel. Dès le 23 septembre, retrouvez votre podcast Dans le Slot, une émission 100% hockey sur glace. Bonjour tout le monde, moi c'est Aurélie. Très bientôt, je serai dans vos oreilles avec mon podcast Il You. On y décortique les questions que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur le corps humain. À très bientôt sur Podcut.